J'ai dépensé 2200 $ en cadeaux de fête, tous pour les enfants de mon frère. Le matin de Noël, ma fille a ouvert son cadeau, un marque-page à 3 $. Maman a haussé les épaules, elle n'a pas besoin de plus. Ma fille a murmuré, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Je n'ai pas discuté. J'ai chargé tous les sacs que j'avais payés dans ma voiture, pris une photo du tas, et envoyé un message, objet récupéré. À 6h48, mon frère martelait déjà ma porte. Je m'appelle Marc. J'ai 36 ans et s'il y a une chose que j'ai apprise dans ma vie d'adulte, c'est que être fiable ne signifie pas être apprécié. Cela signifie juste que vous êtes utile. Depuis 12 ans, je suis la personne que ma famille appelle quand les choses ont besoin d'être réparées. Pas des tuyaux cassés ou des problèmes électriques, je répare le genre de problèmes qui nécessitent de l'argent. Des retards de loyer, des réparations de voitures, des soins dentaires d'urgence, l'acompte pour le deuxième SUV de mon frère David, la caution pour le condo de maman quand elle a réduit sa taille. Je travaille comme coordinateur logistique senior dans une entreprise de transport maritime. Le salaire est correct, fiable comme moi. J'y suis depuis 14 ans, j'ai gravi les échelons depuis le sol de l'entrepôt, et je n'ai jamais manqué une échéance. Mon patron m'a un jour dit que j'étais la colonne vertébrale de l'opération. Je me souviens m'être senti fier. Maintenant, je me sens juste fatigué. Ma fille, Emma, a 8 ans. Elle a les cheveux bruns de sa mère et m'a tendance à tout suranalyser. Sa mère, Jennifer, est partie quand Emma avait 2 ans, elle a dit qu'elle avait besoin de se trouver, que la maternité n'était pas ce qu'elle attendait. J'ai obtenu la garde complète sans beaucoup de lutte. Jennifer envoie une carte pour l'anniversaire d'Emma de temps en temps. Donc, cela fait 6 ans que nous sommes juste tous les deux. Je travaille, je pourvois, et je m'assure qu'Emma a tout ce dont elle a besoin, cours de danse le mardi, football le samedi, un appartement modeste mais confortable dans un bon quartier scolaire. J'ai appris à faire des tresses, même si mes tentatives ressemblent encore à de l'art abstrait. Je suis devenu expert pour étirer un budget course tout en glissant ses yaourts à la fraise préférés. Mais c'est mon frère David qui vit la vie que j'imagine parfois. Il a 32 ans, 4 ans de moins, et il a toujours été celui à qui les choses venaient facilement non pas parce qu'il travaillait pour ça, mais parce que c'est comme ça que fonctionnait notre famille. David a 3 enfants, Tyler a 10 ans, Madison a 7 ans, et Carter vient d'avoir 5 ans. Sa femme Angela travaille à mi-temps dans une boutique, plus comme un hobby que par nécessité. Ils vivent dans une maison de 4 chambres avec un jardin assez grand pour un trampoline et une piscine. Je suis allé chez eux exactement 2 fois, une fois pour le baptême de Carter, une fois pour l'anniversaire de Madison. Les 2 fois, je me suis senti comme un invité, pas comme de la famille. Angela a souri poliment quand je suis arrivé. David m'a tapé sur l'épaule et m'a remercié d'être venu comme si je lui rendais service en me présentant simplement. Maman, Sharon, vit à 20 minutes de David et à 15 minutes de moi. Mais je pourrais compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où elle a visité mon appartement cette année. Elle est chez David 3 ou 4 fois par semaine, pour garder les enfants, aider pour le dîner, juste passer du temps avec ses petits-enfants. Quand je l'ai mentionné une fois, prudemment, elle m'a regardé avec confusion. Eh bien, David a 3 enfants. Tu n'en as qu'un. Il a besoin de plus d'aide. Je n'ai pas discuté. Je ne discute jamais. Ce n'est pas ce que font les gens fiables. Ce Noël, je planifiais depuis des mois, en mettant de côté de l'argent supplémentaire de chaque paye et en prenant des heures supplémentaires les week-ends quand Emma était chez son amie Lily. J'avais une liste sur mon téléphone. Tyler voulait la nouvelle console de jeu, celle qui coûte 470 $. Madison parlait depuis longtemps d'une maison de poupées particulière, le genre à 3 étages avec des lumières qui fonctionnent. Carter adorait les dinosaures, alors j'ai trouvé ce set interactif avec des sons réalistes. J'ai dépensé 2200 $ au total, chaque achat soigneusement choisi. Je les ai fait emballer en magasin parce que mes tentatives d'emballage ressemblent toujours à ce que j'aurais fait dans le noir. Je les ai chargés dans ma voiture 3 jours avant Noël. Le coffre était plein à craquer, la banquette arrière débordait. Emma m'observait depuis la fenêtre de l'appartement, son petit visage pressé contre la vitre. Je lui ai fait signe. Elle m'a répondu, puis a levé le petit cadeau que j'avais emballé pour elle ce matin-là, un nouveau set d'art qu'elle désirait avec des crayons de couleur professionnelle et des carnets de croquis. Ça coûtait 63 $. Je pensais que c'était ce que faisait la famille. Vous donniez plus quand vous aviez plus à donner. Vous vous assuriez que les enfants aient un bon Noël,
même si cela signifiait travailler des heures supplémentaires. Je pensais que être fiable signifiait quelque chose. J'avais tort. Le matin de Noël a commencé comme toujours chez maman, chaotique, bruyant, cher. La famille de David est arrivée en premier. Tyler a franchi la porte en trombe, déjà en train de parler de ce qu'il espérait trouver sous le sapin. Madison l'a suivi, portant une robe en velours qui coûtait probablement plus que ma facture d'électricité mensuelle. Carter a couru directement vers les biscuits que maman avait laissés. Angela a embrassé maman sur les 2 joues, à l'européenne. David portait du champagne cher et du fromage importé, le genre d'ajout qui disent « Nous avons de l'argent à dépenser ». Je suis arrivé avec Emma à 8h30, exactement à l'heure où maman me l'avait demandé. Emma me tenait la main fermement en montant l'allée. Elle portait son pull rouge préféré, celui avec les rennes. Maman a ouvert la porte avant que je puisse frapper. « Tu es en retard. » J'ai vérifié mon téléphone. 8h32. Désolé, la circulation. Elle nous a fait entrer sans vraiment regarder Emma. David était déjà sur le canapé, bière à la main malgré l'heure matinale. Angela arrangeait le fromage comme si elle animait une séance photo pour un magazine. Les enfants tournaient autour du sapin de Noël comme des requins, et c'était une montagne. Les boîtes étaient empilées sur près d'1 mètre de haut, les sacs cadeaux débordant de papier de soie. Le tas débordait dessous le sapin, couvrant la moitié du sol du salon. J'ai reconnu la plupart, la boîte de la console de jeu, la maison de poupées, le set de dinosaures, toutes les choses que j'avais achetées, emballées et livrées chez maman 2 jours plus tôt. Emma a serré ma main. Sa voix est sortie en murmure, « Waouh, il y a beaucoup de cadeaux. » Oui, ma chérie. C'est vrai. Maman a frappé dans ses mains. D'accord, les enfants. Commençons. Tout le monde, trouvez votre pile. Tyler a plongé en premier. Il a déchiré le papier d'emballage comme un ouragan, poussant des cris de joie en trouvant la console de jeu. Madison a hurlé en voyant la maison de poupées. Carter a serré le set de dinosaures contre sa poitrine, en faisant des rugissements. Emma est restée à côté de moi, patiente, attendant. J'ai scruté les cadeaux restants. Il devait y avoir quelque chose pour elle. Maman savait que nous venions, j'ai confirmé 3 fois. David a croisé mon regard et a souri. Pas mal la récolte cette année, hein? J'ai hoché la tête. Ma gorge était serrée. Maman a pris une petite boîte sur la table d'appoint, pas dessous le sapin, mais de la table où l'on pose quelque chose qu'on a presque oublié. Oh, Emma, ça c'est pour toi, ma chérie. Elle l'a tendu à ma fille avec un sourire qui n'atteignait pas vraiment les yeux. Emma l'a prise prudemment. La boîte était à peine plus grande que sa paume, emballée dans du papier rouge uni, pas de nœud, pas d'étiquette. Elle m'a regardé, incertaine. Vas-y, ma chérie. Ouvre-le. Elle a décollé le papier lentement, proprement, pas comme ses cousins qui traitaient le papier d'emballage comme un ennemi. Elle a plié le papier, l'a mis de côté, et a ouvert la petite boîte en carton. À l'intérieur, il y avait un marque-page, un de ces laminés qu'on achète aux caisses des supermarchés. Il avait une image d'un chat avec des lunettes en train de lire un livre. En bas, il était écrit « Reading is perfect ». 3 $, peut-être 4. Emma l'a regardé fixement. Son visage n'a pas changé, mais j'ai senti sa main serrer la mienne. Elle a levé les yeux vers maman. Merci, mamie. Sa voix était petite, polie, confuse. Maman a souri. De rien, ma chère. Tu aimes lire, n'est-ce pas? Emma a hoché la tête. Oui. J'ai regardé ma fille tenir ce marque-page pendant que ses cousins jouaient avec 2200 $ de cadeaux que j'avais achetés. Des cadeaux pour lesquels j'avais fait des heures supplémentaires. Angela a regardé depuis le canapé. Oh, c'est mignon. Emma, tu es une si bonne lectrice. Elle l'a dit comme on complimente un trophée de participation. Emma s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient humides. Les mots sont sortis si bas que je les ai presque pas entendus. Papa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est là que quelque chose en moi s'est fissuré. Pas brisé, fissuré comme la glace sur un lac gelé, le son net et définitif. J'ai regardé maman. Elle observait Tyler installer sa console, rayonnante. Maman, est-ce que je peux te parler dans la cuisine? Elle n'a pas tourné la tête. Dans 1 minute, Marc. Laisse les enfants profiter de leurs cadeaux. J'ai regardé David.
Il filmait Carter avec son téléphone, en riant. J'ai regardé Emma. Elle essayait de ne pas pleurer, tenant ce marque-page de 3 $ comme s'il signifiait quelque chose. J'ai pris une décision. Je me suis levé du canapé. Emma m'a regardé, confuse. Viens, ma chérie. On va à la voiture 1 minute. Elle m'a suivi sans question. Dehors, l'air de décembre mordait à travers ma veste. J'ai ouvert la porte de la voiture et Emma est montée, toujours serrant son marque-page. Attends ici, d'accord? J'ai besoin de prendre quelque chose. D'accord, papa. Je suis rentré dans la maison. Le salon était le chaos, papier d'emballage partout. Tyler avait déjà branché la console. Madison assemblait des meubles de maison de poupée avec l'aide d'Angela. Carter faisait manger à ses dinosaures une proie invisible. Personne n'a levé les yeux quand je suis entré. Je suis allé au sapin et ai commencé à ramasser les cadeaux, la boîte de la console de jeu, la maison de poupée, le set de dinosaures, la voiture télécommandée, les fournitures d'art, les blocs de construction, chaque article que j'avais acheté. David a remarqué en premier. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je n'ai pas répondu. J'ai continué à charger les boîtes dans mes bras. Maman s'est levée. « Marc, qu'est-ce qui te prend ?» J'ai fait 3 allers-retours. Personne n'a essayé de m'arrêter, ils ont juste regardé pendant que je portais boîte après boîte jusqu'à ma voiture. J'ai chargé le coffre. J'ai rempli la banquette arrière. J'ai empilé des articles sur le siège passager avant. Tyler a commencé à pleurer. Ce sont mes cadeaux. Je l'ai regardé à travers la porte. Non, ce ne sont pas les tiens. Pour mon dernier voyage, j'ai sorti mon téléphone et photographié le tas dans ma voiture, chaque boîte visible. J'ai ouvert la discussion de groupe familial, joint la photo, et tapé « Objet récupéré ». Joyeux Noël. J'ai envoyé. J'ai conduit jusqu'à la maison en silence. Emma n'a pas posé de questions. Elle a juste tenu son marque-page et regardé par la fenêtre. De retour à notre appartement, j'ai déchargé tout dans notre chambre d'amis. Emma se tenait dans l'encadrement de la porte. On les garde? Je ne sais pas encore, ma chérie. Je suis désolé si je t'ai mise en colère contre mamie. Je me suis agenouillé devant elle et ai pris ses mains dans les miennes. Emma, écoute-moi. Tu n'as rien fait de mal. Pas une seule chose. Tu comprends? Elle a hoché la tête, mais je voyais qu'elle ne me croyait pas. Tu es la meilleure chose de toute ma vie. Tu es intelligente et gentille et attentionnée, et tu mérites mieux qu'un marque-page de 3 $ quand tes cousins ont tout ce qu'ils veulent. Elle m'a enlacé. Je n'ai pas besoin de cadeaux, papa. Je voulais juste passer Noël avec toi. Je l'ai serré et ai senti la fissure dans ma poitrine s'élargir. Mon téléphone a commencé à vibrer. Message après message, appel après appel. Je les ai tous ignorés. J'ai fait le petit déjeuner à Emma, des pancakes en forme de bonshommes de neige, ses préférés. J'ai mis un film de Noël. Je me suis assis à côté d'elle sur le canapé et ai fait semblant que tout allait bien. Mais à l'intérieur, je faisais des calculs. Les paiements de loyer que j'avais couverts pour David il y a 3 ans quand il était entre 2 emplois. Le prêt de 5 000 $ à maman quand elle avait besoin d'un nouveau toit. La réparation de voiture pour le SUV d'Angela. J'avais été le distributeur automatique de la famille pendant plus d'1 décennie, et ma fille avait eu un marque-page. Les vibrations n'ont pas arrêté. 20 messages, 30, 40. J'ai complètement éteint mon téléphone. À 6h48 le lendemain matin, quelqu'un martelait la porte de mon appartement. Les coups secouaient tout le cadre agressif, incessant. J'étais réveillé depuis 1 heure, assis à ma table de cuisine avec mon ordinateur portable ouvert et une feuille de calcul devant moi. Des chiffres que j'évitais depuis des années. Argent prêté, argent donné, argent transféré à 2 heures du matin parce que le loyer de David était dû. Emma dormait encore, son marque-page posé sur sa table de nuit comme s'il était précieux. Les coups ont continué. Une voix a traversé la porte, étouffée mais en colère. « Marc, je sais que tu es là. Ouvre la porte. » David. J'ai pris une gorgée de mon café. Il avait refroidi, mais je l'ai bu quand même. Il a cogné à nouveau. « Tu ne peux pas juste voler les cadeaux de Noël des enfants. » Je me suis levé lentement, et marché jusqu'à la porte, et ai regardé par le Judas. David était là, encore en pyjama avec un manteau jeté par-dessus.
Son visage était rouge, ses cheveux partaient dans tous les sens. J'ai ouvert la porte mais ai gardé la chaîne de sécurité. L'ouverture faisait peut-être 10 centimètres. Il est 6h48 du matin, David. Ma fille dort. Je me fous de l'heure qu'il est. Tu as volé à mes enfants. Je l'ai fixé. Je n'ai rien volé. J'ai repris ce que j'ai payé. C'était des cadeaux de Noël. Tu as ruiné Noël pour 3 enfants. J'ai acheté ces cadeaux avec mon argent. Mais quand ma fille a eu un marque-page de 3 $ pendant que tes enfants avaient 2000 $ de cadeaux que j'ai achetés, j'ai changé d'avis. Son visage est devenu violet. Tu fais une crise parce qu'Emma n'a pas eu assez de cadeaux? J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Je ne fais pas de crise. Je prends une décision. J'ai acheté ces cadeaux. Je les ramène au magasin aujourd'hui. Tu ne peux pas faire ça. La moitié sont déjà ouverts. Tyler a ouvert la boîte de la console. C'est le seul. Le reste est intact. Et même si je ne peux pas les retourner, je les donnerai avant de laisser tes enfants les avoir. La bouche de David s'est ouverte et fermée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Rien. Pour la première fois en 12 ans, absolument rien ne va pas chez moi. Maman est dévastée. Elle pleure depuis ce matin. Dis-lui que je suis désolé que ses sentiments soient blessés. Dis-lui aussi que je suis désolé qu'elle ait pensé qu'un marque-page était approprié pour son autre petite fille unique. Emma n'a pas besoin de plus de choses. Vous la gâtez. C'est là que mon calme s'est un peu fissuré. Emma a ce que je peux me permettre après avoir payé pour votre vie, David. Elle a ce qui reste après que j'ai couvert vos urgences et les réparations de maman et la voiture d'Angela. Elle a les restes, et apparemment, elle a des marque-pages. Ce n'est pas juste. Tu as raison. Ce n'est pas juste. Il a essayé la poignée de porte. La chaîne a tenu. Laisse-moi entrer. On doit parler de ça comme des adultes. On a fini de parler. Rentre chez toi. Je ne pars pas tant que tu ne me rends pas ces cadeaux. Alors tu vas rester dans ce couloir très longtemps. Je ferme cette porte maintenant. Si tu continues à cogner et que tu réveilles ma fille, j'appelle la police. Tu ne ferais pas ça. J'ai commencé à fermer la porte. Il a glissé sa main dans l'ouverture. Je me suis arrêté, ne voulant pas le blesser. S'il te plaît. Les enfants sont dévastés. Ce n'est pas entre toi et moi. C'est pour eux. J'ai regardé sa main. J'ai regardé son visage, désespéré maintenant au lieu d'en colère. Tu as raison. Ce n'est pas entre toi et moi. C'est pour Emma. Et elle est ma priorité maintenant. Pas tes enfants, pas maman, pas toi, juste elle. J'ai fermé la porte doucement jusqu'à ce que sa main se retire. J'ai verrouillé le verrou. Je suis retourné à ma table de cuisine, à ma feuille de calcul, aux chiffres qui racontaient une histoire que j'ignorais. David a cogné quelques fois de plus, puis a arrêté. Puis ses pas se sont éloignés. Mon téléphone, toujours éteint, était posé à côté de mon ordinateur comme une bombe silencieuse. Je l'ai laissé éteint. Emma s'est réveillée vers 8 heures. Elle est entrée dans la cuisine en pyjama, frottant le sommeil de ses yeux. Quelqu'un a frappé? Oncle David est passé. Il est déjà parti. Elle s'est installée sur la chaise à côté de moi. Elle a regardé l'écran de mon ordinateur, la feuille de calcul avec ses interminables lignes de chiffres. Tu travailles sur quoi? Juste de la comptabilité, ma chérie. Des trucs ennuyeux d'adultes. Elle a hoché la tête. On peut avoir des gaufres? Je lui ai fait des gaufres. Je l'ai regardé manger, les noyant dans le sirop comme elle aimait. J'ai pensé à combien ses besoins étaient simples, nourriture, abri, amour, attention, des choses qui ne coûtent pas 2000 $. Après le petit déjeuner, j'ai rallumé mon téléphone. Il a explosé de notifications, 63 messages textes, 14 appels manqués, 3 messageries vocales. J'ai ouvert d'abord la discussion de groupe familial. Maman avait écrit, « Marc, c'est inacceptable. Ces enfants sont traumatisés. Tu dois rendre ces cadeaux immédiatement. » David a écrit, « Tu es égoïste et cruel. Ce n'est pas toi. » Angela a écrit, « Je n'aurais jamais pensé que tu descendrais si bas pour punir des enfants. » Très déçu. Puis sont venus les messages individuels. Maman m'a traité d'ingrat.
David m'a traité de mesquin. Angela a envoyé un long paragraphe sur les valeurs familiales. Aucun n'a mentionné Emma. Aucun ne s'est excusé pour le marque-page. Aucun ne semblait comprendre pourquoi j'avais fait ça. J'ai ouvert une nouvelle note sur mon téléphone. J'ai commencé à taper. Décembre 2019, $800 pour le loyer de David quand il était entre 2 emplois. Jamais remboursé. Mars 2020, $3200 pour la réparation du toit de maman. Elle a dit qu'elle me rembourserait avec son remboursement d'impôt. Ça n'est jamais venu. Juillet 2020, $450 pour la transmission de la voiture d'Angela. Novembre 2020, $600 pour les factures médicales de Tyler. J'ai continué. Chaque instance dont je me souvenais, chaque transfert, chaque chèque. Je suis remonté dans les relevés bancaires, les anciens emails, les demandes par texte. Le nombre a grandi, 5 000, 10 000, 15 000. Sur 12 ans, j'avais donné ou prêté à ma famille $17 426. J'avais été remboursé exactement $0. Je me suis reculé et fixé ce nombre, $17 426. C'était une nouvelle voiture. C'était le fonds universitaire d'Emma. C'était des cours de danse et de football et des fournitures d'art, et chaque Noël où elle aurait vraiment l'attention qu'elle mérite. C'était 12 ans à être le distributeur automatique familial pendant que ma fille apprenait à être reconnaissante pour des marque-pages. Emma est entrée dans la cuisine. « Papa, on peut aller au parc plus tard ?» Je l'ai regardé. 8 ans, portant un pyjama que j'avais acheté chez Target parce qu'il était en solde. Heureuse avec des gaufres et des visites au parc. Oui, absolument oui. Elle a souri. Elle est retournée regarder des dessins animés. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert la discussion de groupe. J'ai tapé, j'ai calculé chaque dollar que j'ai donné à cette famille sur 12 ans. Le total est de $17 426. Je n'ai jamais été remboursé. Je n'ai jamais demandé à l'être parce que je pensais que c'était ce que faisait la famille. Mais aider va dans les deux sens. Et quand ma fille a reçu un marque-page de $3, alors que j'ai dépensé $2200 en cadeaux pour les enfants de David, j'ai réalisé quelque chose, je ne suis pas de la famille pour vous. Je suis une banque. Je suis quelqu'un que vous appelez quand vous avez besoin d'argent et que vous ignorez quand vous n'en avez pas besoin. Donc, voici ce qui se passe, je retourne tous les cadeaux que j'ai achetés. Je récupère mes remboursements. Et à l'avenir, il n'y aura plus de prêts, plus de cadeaux, plus de sauvetage. Vous voulez me traiter d'égoïste? Très bien. Je suis égoïste. Mais au moins maintenant, je suis égoïste pour ma fille au lieu de l'être pour des gens qui pensent qu'elle vaut $3. J'ai envoyé avant de pouvoir me raviser. Puis je les ai tous bloqués maman, David, Angela. J'ai bloqué leur numéro. Je les ai bloqués sur les réseaux sociaux. Je me suis retiré de toutes les discussions de groupe. Il m'a fallu 4 minutes pour effacer 12 ans de liens familiaux. Quand j'ai terminé, mon téléphone était silencieux. Je suis resté là à attendre de me sentir coupable. Au lieu de ça, je me suis senti léger. Le lundi après Noël, j'ai pris une journée personnelle. J'ai appelé à 7 heures et dit à mon superviseur que j'avais des affaires familiales. Il n'a pas posé de questions, j'avais 3 semaines de congé non pris. J'ai déposé Emma à l'école. Elle m'a embrassé la joue et a couru vers le bâtiment, son sac à dos rebondissant. Elle avait posé des questions sur les cadeaux dans la chambre d'amis. Je lui ai dit qu'il repartait. Elle a hoché la tête et a dit « D'accord ». Cette confiance pesait plus lourd que n'importe quelle culpabilité. Premier arrêt, le magasin d'électronique où j'avais acheté la console de jeu. J'avais le reçu impeccable dans un dossier. La boîte était ouverte, mais tout était encore dedans. Le représentant du service client était un jeune homme, peut-être 22 ans, aux yeux fatigués et au badge indiquant Brandon. J'ai posé la boîte sur le comptoir. Je dois retourner ça. Brandon a scanné le reçu. Elle a été ouverte. Oui, elle a été ouverte par quelqu'un qui ne l'a pas payée. Je suis l'acheteur. Je suis dans la période de retour. Il m'a regardé, puis le reçu montrant la transaction de $470. D'accord, je dois l'inspecter. Il a ouvert la boîte, vérifié les composants, les manettes, les câbles, et la console elle-même. Tout était là. Je peux vous faire un remboursement complet sur votre moyen de paiement initial. Parfait.
$470 de retour sur ma carte de crédit. Traité en quelques secondes. Ensuite, le magasin de jouets. La maison de poupées 3 étages avec lumière qui fonctionne était non ouverte, encore dans son énorme boîte. Le retour a été plus facile, l'employé a à peine regardé avant de traiter. $299,99. Le set de dinosaures, $179, non ouvert. La voiture télécommandée, $89. Les fournitures d'art pour Madison, $62. Les blocs de construction pour Carter, $45. Magasin après magasin, retour après retour. J'avais un système, tout organisé par magasin, par reçu, par date. J'ai avancé dans la journée comme si je terminais un projet professionnel efficace, méthodique, sans émotion. À 14 heures, j'avais tout retourné sauf quelques articles en vente finale. Ceux-là, je les ai chargés dans ma voiture avec un autre plan. J'ai conduit jusqu'à l'hôpital pour enfants de l'est de la ville. J'avais fait des recherches la veille au soir, ils avaient un programme de dons de jouets pour les enfants passant les fêtes à l'été. J'ai apporté 3 sacs de cadeaux non ouverts, peluches, jeux de société, kits d'art, des choses que je ne pouvais pas retourner, mais que je refusais de donner à des enfants qui avaient déjà tout. La bénévole au bureau des dons était une femme plus âgée aux yeux gentils. Oh mon Dieu, c'est tellement généreux. J'espère que les enfants les aimeront. Ils les aimeront absolument. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir un reçu fiscal? Non, ce n'est pas pour ça que je le fais. Elle m'a souri comme si j'étais une sorte de héros. Je ne me sentais pas comme un héros. Je me sentais comme quelqu'un qui se relevait enfin après avoir été renversé pendant 12 ans. Je suis remonté dans ma voiture et ai vérifié mon téléphone. 3 messages de numéros que je ne connaissais pas. David et maman essayaient de me joindre via d'autres personnes, la sœur d'Angela, un ami de David, même mon cousin avec qui je n'avais pas parlé depuis 5 ans. Je les ai supprimés sans lire au-delà de la première ligne. J'ai ouvert mon application bancaire et regardé le solde de ma carte de crédit. Il avait baissé de plus de $2000. Argent de retour sur mon compte. Argent qui pouvait aller au cours d'art d'Emma. Argent pour l'excursion scolaire qu'elle planifiait. Argent pour son avenir. Argent enfin utilisé pour quelqu'un qui comptait vraiment. J'ai conduit jusqu'à l'école d'Emma, me suis garé dans la file d'attente, et ai observé les autres parents sur leur téléphone, stressés par ce qui occupait leurs esprits. Je me sentais calme. Quand Emma est montée dans la voiture, la première chose qu'elle a dite a été une question: « Comment était ta journée, papa ?» Elle était vraiment bonne, ma chérie. Vraiment, vraiment bonne. Tu as rendu les cadeaux? La plupart. Certains, je les ai donnés à des enfants à l'hôpital qui en avaient plus besoin. Elle a hoché la tête sérieusement. C'est gentil. Ces enfants n'ont probablement pas beaucoup de cadeaux. Probablement pas, je suis contente que tu leur aies donné les trucs. Tyler n'a même pas dit merci de toute façon. De la bouche des enfants de 8 ans. Je l'ai emmené prendre une glace. Nous nous sommes assis dans le salon, elle avec du chocolat aux pépites, moi avec un café noir. Nous avons parlé de sa journée, du livre qu'elle lisait, de l'ami qui avait partagé des feutres. Des choses simples, réelles, valant plus que $17 000. Ils sont venus ensemble le mardi soir, un front uni. Je les ai vus par ma fenêtre, la voiture de maman se garant sur le parking, le SUV de David juste derrière. Ils se sont garés côte à côte comme s'ils avaient coordonné cette embuscade. Je m'y attendais. On ne coupe pas les ponts avec une famille qui vous a utilisé pendant 12 ans sans conséquence. J'ai dit à Emma de rester dans sa chambre. Mamie et oncle David sont là. Je dois leur parler seule. Elle avait l'air inquiète. Vous allez vous disputer? Non, ma chérie. On va juste parler. Tout va bien. Elle est allée dans sa chambre. J'ai entendu sa porte se fermer. J'ai attendu. Je n'ai pas descendu. Je n'ai pas ouvert la porte par avance. Je les ai laissés venir à moi. Le coup a été sec, autoritaire, le coup de maman. J'ai ouvert la porte. Ils étaient tous les deux là. Maman avait l'air fatiguée, plus vieille, David avait l'air en colère, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? La voix de maman était plate. Nous devons parler à l'intérieur. Emma fait ses devoirs. Nous pouvons parler dans le couloir. David a levé les bras au ciel. C'est ridicule, Marc. Je suis sorti dans le couloir,
tirant la porte presque fermée. J'ai croisé les bras et attendu. Tu as retourné tous les cadeaux, a dit maman. Oui. Les enfants sont dévastés. Emma était dévastée le matin de Noël. Personne ne semblait s'en soucier. La mâchoire de David s'est crispée. Ce n'est pas la même chose. Tu as raison, ce n'est pas pareil. Tes enfants ont eu un mauvais Noël. Emma en a eu 8 à être traitée comme une pensée secondaire. Les yeux de maman ont flambé. Ce n'est pas vrai. Nous aimons Emma. Vraiment? Parce que vous donnez tout à Tyler, Madison et Carter. Vous les gardez 3 fois par semaine. Vous les emmenez en sortie spéciale, et vous avez donné à Emma un marque-page de 3 $. Donc, pardonne-moi si je ne crois pas que l'amour soit le problème. Nous avons 3 petits-enfants de David, un de toi, a argumenté maman. Bien sûr, nous passons plus de temps avec eux. C'est des mathématiques. J'ai senti ce calme froid s'installer plus profondément. C'est du favoritisme. Et ça arrive depuis que David et moi étions enfants. Il a toujours été l'enfant en or. Toujours celui qui avait le bénéfice du doute, l'aide supplémentaire. J'étais le fiable, le responsable, celui qui pouvait se débrouiller seul. David s'est approché. C'est de l'histoire ancienne. C'est un schéma, et j'en ai fini avec ça. La voix de maman est devenue aiguë. Tu es dramatique. Tout ça est une question d'argent. C'est toujours une question d'argent avec toi. Ça a piqué. Je vous ai donné 17 000 $ sur 12 ans. J'ai documenté chaque centime, loyer, réparation, facture médicale, prêt d'urgence. Pas une seule fois vous ne m'avez remboursé. Pas une seule fois vous n'avez reconnu que peut-être je sacrifiais des choses pour ma propre fille pour vous aider. David a croisé les bras. Nous ne t'avons pas demandé de tenir les comptes. Vous ne m'avez pas demandé beaucoup de choses, mais je les ai faites parce que je pensais que c'était ce que signifiait la famille. La voix de maman est devenue froide. Donc, c'est de la vengeance. Tu nous punis. Non, ce sont des limites. Je n'essaie pas de vous blesser. Je protège ma fille et moi-même en nous coupant complètement, en refusant d'être partie de cette famille. Je refuse d'être votre banque. Si vous voulez une relation avec moi et Emma basée sur une vraie connexion familiale, un vrai amour, respect et égalité, je suis ouvert à ça. Mais ça nécessite que vous nous voyiez comme des personnes qui comptent autant que la famille de David. Pouvez-vous faire ça? Silence. Long et lourd. La voix de David est sortie tendue. Tu exagères pour un seul Noël. Ce n'est pas pour un seul Noël, David. C'est pour 12 ans à me prendre pour acquis. C'est pour toi qui m'appelles à minuit parce que ton loyer manque. C'est pour maman qui dépense des milliers pour tes enfants et qui donne à la mienne un marque-page. C'est pour être invisible sauf quand quelqu'un a besoin d'un chéquier. Les yeux de maman étaient humides. Je n'ai jamais réalisé que tu te sentais comme ça. Je te l'ai dit plusieurs fois. Tu n'as pas écouté. Nous pouvons arranger ça, a-t-elle murmuré. Peut-être. Mais ça commence par que vous vous excusiez auprès d'Emma. De vraies excuses. Et ça continue par que vous la traitiez de la même façon que Tyler, Madison et Carter, pas comme une obligation, mais comme votre petite fille. Le visage de David a rougi. Et l'argent? Tu t'attends à ce que nous remboursions 17 000? Non. Considérez ça comme un cadeau. Ma contribution finale. Mais à partir de maintenant, plus de prêts, plus de sauvetage. Vous êtes tous les deux adultes. Gérez vos propres finances. Maman m'a fixé. Tu le fais vraiment. Je l'ai déjà fait. Cette conversation est juste une courtoisie. La voix de David a monté. Très bien. Ne viens pas pleurer chez nous quand tu auras besoin d'aide. J'ai presque ri. David, je n'ai jamais eu besoin de votre aide. Vous ne me l'avez jamais offerte une seule fois. C'est tout le problème. J'ai tendu la main vers ma porte. Maman a posé sa main sur mon bras. S'il te plaît, ne fais pas ça aux enfants. J'ai regardé sa main, puis son visage. Je ne leur fais rien. Je fais quelque chose pour mon enfant. Il y a une différence. J'ai doucement retiré sa main. Quand vous serez prêt à avoir une vraie conversation sur le respect envers Emma, appelez-moi. D'ici là, c'est fini. J'ai fermé la porte, verrouillé, et suis resté là à écouter. Silence,
puis des pas, puis l'ascenseur. Parti. Je suis allé dans la chambre d'Emma. Elle était assise sur son lit avec un livre, mais elle ne lisait pas. Ils sont fâchés contre toi. Un peu, mais ça va. C'est à cause de moi qu'ils sont fâchés? Je me suis agenouillé devant elle. Non, ma puce. Tu n'es jamais la raison de quoi que ce soit de mauvais. Tu es la raison de tout ce qui est bon. Tu comprends? Elle m'a enlacé. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. Plus que tout. Cette nuit-là, je ne me suis pas senti coupable. Je me suis senti libre. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un email de maman. Il était court, juste 3 lignes, je suis désolé pour la façon dont nous avons fait sentir Emma. Je suis désolé de t'avoir pris pour acquis. Si tu es d'accord, j'aimerais réessayer. Pas d'excuses, pas de justification, juste des excuses. Je l'ai regardé longtemps. Puis j'ai répondu, merci. Commençons doucement. Un café. Juste toi, moi et Emma. Nous pourrons parler. Elle a répondu en quelques minutes, ça me plairait. Nous nous sommes rencontrés le samedi suivant dans un café près de mon appartement terrain neutre. Emma était assise entre nous, mangeant un muffin et coloriant sur le set de table en papier. Maman l'a regardé peut-être pour la première fois. Emma, je te dois des excuses. Je n'ai pas été une très bonne mamie pour toi. Je vais faire mieux. Emma, douce et indulgente comme seuls les enfants savent l'être, a levé les yeux de son coloriage. C'est pas grave, mamie. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Non, ma chérie, ce n'est pas grave. Mais je vais arranger ça. Nous avons parlé pendant 1 heure des attentes, des limites, de ce à quoi ressemblait une vraie relation. Ce n'était pas parfait. Ça ne se réparerait pas en une seule conversation, mais c'était un début. David ne s'est jamais excusé. J'ai appris par maman qu'il était encore en colère, encore convaincu que j'avais exagéré. Ça allait. Certaines relations ne sont pas faites pour être réparées. Certaines personnes ne peuvent pas voir au-delà de leurs propres sentiments de droit. J'étais d'accord avec ça. Ce qui comptait, c'était Emma. Et lentement, prudemment, maman a commencé à être là pour elle. De vraies visites, pas obligatoires. L'emmener prendre une glace, demander des nouvelles de l'école, se souvenir de son récital de danse. Ce n'était pas égal à ce qu'elle faisait pour les enfants de David, pas encore, peut-être jamais, mais c'était plus qu'un marque-page. L'argent que j'avais récupéré des retours est allé dans un compte d'épargne spécialement pour Emma, les cours d'art qu'elle avait mentionnés, l'excursion scolaire au printemps, son avenir. J'ai arrêté les heures supplémentaires tous les week-ends. À la place, j'ai passé les samedis au parc avec Emma, ou à la maison à faire des pancakes, ou à lui apprendre à faire du vélo sans petit trou. Le temps que je donnais aux urgences de ma famille, je le donnais à ma fille à la place. Et quelque chose d'intéressant s'est produit. Sans le drainage financier constant, sans les textos d'urgence à minuit, sans les culpabilisations et manipulations, j'ai commencé à mieux dormir. La tension que je portais dans les épaules depuis des années a commencé à s'apaiser. Emma l'a remarqué. Un soir au dîner, elle a levé les yeux de ses spaghettis. Papa, tu souris plus maintenant. Vraiment? Elle a hoché la tête. Ouais, tu as l'air heureux. J'ai réalisé qu'elle avait raison. J'étais heureux. Pas parfaitement, pas complètement, mais vraiment heureux d'une façon que je n'avais pas été depuis des années. Un dimanche de fin janvier, j'ai emmené Emma au parc, celui avec les grandes balançoires et la structure d'escalade qu'elle adorait. Nous y venions depuis qu'elle avait 3 ans. Tous les week-ends quand le temps le permettait, elle courait devant moi, son manteau volant derrière elle. Elle grimpait au sommet de la structure et criait d'en haut, « Papa, regarde ça !» Je regardais. Je regardais toujours. Elle descendait le toboggan en spirale, riant tout du long. Quand elle arrivait en bas, elle courait vers moi, essoufflée et rayonnante. « Tu as vu ? » Je l'ai vu. Tu deviens plus courageuse à chaque fois. Elle a pris ma main. Nous avons marché vers les balançoires. Le soleil se couchait, peignant le ciel en orange et rose. Les autres familles rentraient pour le dîner. Papa ? Oui, ma chérie. Je suis contente que ce soit juste nous. J'ai serré sa main. J'ai baissé les yeux vers elle, cette personne incroyable que j'élevais, intelligente, gentille et résiliente, valant plus que n'importe quelle somme d'argent que j'ai jamais donnée.
Moi aussi, Emma. Moi aussi. Et je le pensais. Pour la première fois en 12 ans, je n'essayais pas d'être assez pour tout le monde. Je ne m'étirais pas à l'extrême, essayant de prouver ma valeur par mon portefeuille. Je n'étais pas invisible dans ma propre famille. J'étais juste assez pour elle, et ça était tout. Nous sommes restés au parc jusqu'à ce que les lampadaires s'allument. Emma balançait de plus en plus haut, son rire porté par l'air froid de janvier. Je la poussais, comptais avec elle, célébrant quand elle sautait au sommet. Quand nous avons enfin marché vers la voiture, sa main chaude dans la mienne, j'ai réalisé quelque chose, la fissure qui s'était formée dans ma poitrine le matin de Noël ne m'avait pas brisé. Elle m'avait ouvert, avait laissé sortir toute la rancune et l'épuisement que je portais, et avait fait place à quelque chose de meilleur, la joie, la paix, la liberté. Le pourvoyeur invisible était enfin devenu visible en disparaissant complètement des yeux de ceux qui ne l'avaient jamais vu de toute façon.